Bonjour à tous. Donc Cécile a déjà introduit le sujet sur lequel je vais parler, et puis il y a eu des éléments dans la présentation précédente qui vont être repris ici, alors avec un formalisme un peu différent. Je vais vous demander peut-être un peu d'attention au début pour essayer de se recaler au contexte de cette présentation. On va parler de données incohérentes, mais surtout d'abord, en fait, le centre du sujet, c'est la conception par la simulation. Donc c'est un outil, la simulation, qui est maintenant devenu incontournable chez nous, en fait, pour pouvoir concevoir des systèmes futurs qui sont relativement complexes. Ici, dans le cadre global de cette présentation, on va parler d'un système physique S qu'on va caractériser par un vecteur X de paramètres géométriques, par exemple, de données matériaux, etc. Et on va analyser le comportement de cet objet au travers d'une quantité d'intérêt Y. Ici, j'ai mis une image en fait de quelque chose qui est assez représentatif des activités du CEA DAM, qui consiste à l'utilisation du laser mégajour pour imploser des micro-cibles, des micro-ballons, par le biais d'une cavité. On voit ici les rayons laser en vert qui vont impacter la cavité, générer des ondes de pression et qui vont permettre d'avoir une implosion de la cible en bleu sur la première image. Donc X, par exemple, dans ce cas-là, ça sera la propriété de la cible et l'environnement également du LMJ. Et Y, on va regarder par exemple le nombre total de réactions de fusion, si la cible est censée produire ce type de réaction. Dans notre cas, on va utiliser la simulation pour représenter le comportement physique de cet objet. Et donc ici, en fait, ce qu'on cherche à prédire, c'est ce qu'on appelle donc la réalité de notre système, donc la vraie valeur Y. Et ici, donc moi, cette valeur-là, je la suppose unique, en fait. Et on suppose avoir accès à cette réalité par le biais d'un simulateur qui, lui, correspond à la notation Y-sim ici. Et ce simulateur, donc, il va dépendre à la fois des paramètres qui caractérisent le système, donc les paramètres X, et des paramètres bêta, qui sont des paramètres de calibration qu'on peut voir comme des constantes universelles ou des paramètres des modèles physiques qui sont inscrits dans notre modèle. Le simulateur, on va supposer ici qu'il est déterministe, donc il n'y a pas de notion stochastique, qui va être coûteux et qui va être imparfait, c'est-à-dire que pour accéder à la réalité, on sait qu'on va avoir quelque chose à ajouter à ce simulateur qui correspond à une erreur de simulation. Donc ici, représenté par epsilon sim. Et donc, à la base, en fait, de notre travail, on suppose que nos paramètres à calibrer et l'erreur de simulation associée sont inconnus. Donc, il faut voir epsilon sim comme une correction statistique de la simulation, mais qui ne rentre pas dans le code. Donc, c'est une correction extérieure à la simulation et on va lui associer plusieurs contributeurs. Donc, le premier, ce qui va être lié à la méconnaissance en fait de nos paramètres du modèle physique, donc la partie epsilon bêta. Et donc ça, on va l'obtenir lorsqu'on va estimer la bonne valeur de ces paramètres. On va avoir une incertitude liée à la résolution numérique des équations qui sont mises en jeu. On va aussi passer par des supercalculateurs, donc qui peuvent faire apparaître des incertitudes numériques liées à la distribution sur plusieurs nœuds de calcul, aux erreurs d'arrondi, etc. Et donc enfin, une dernière partie plus liée juste au modèle physique. En fait, on ne peut ne pas avoir mis toutes les bonnes équations de la physique. On peut avoir fait des hypothèses un peu fortes qui font qu'on ne correspond pas exactement à la réalité physique, etc. Et tout ça, ça va être intégré dans le epsilon mode. Donc voilà, donc on accède à la réalité par la simulation plus une erreur, mais on accède également à la réalité par le biais d'expériences qui sont elles-mêmes imparfaites, donc comme ça a été dit précédemment. Donc ici, on va obtenir un nombre grand N de mesures donc sur notre système et on va définir la réalité comme étant nos mesures plus une incertitude expérimentale qu'ici on connaît. Et donc tout ça en fait va nous permettre d'écrire ce que j'appelle ici l'équation fondamentale de la calibration, qui en fait par le biais de la réalité relie la simulation plus son erreur aux mesures plus une erreur en fait. Et donc ici on va être dans le formalisme bayésien, donc on va considérer bêta comme une variable aléatoire de loi priorielle de bêta. Et donc, le travail ici va être d'inférer la loi jointe de bêta et epsilon sim, qui sont les deux quantités aléatoires inconnues ici dans cette équation, euh, pour, euh, pour pouvoir utiliser notre simulation pour prédire la réalité, enfin, le comportement du système pour des conceptions que l'on n'aura pas expérimentées.
Donc ici, en fait, la calibration, elle répond à 2 objectifs pour nous et le premier, c'est d'identifier, les paramètres de notre modèle, donc les paramètres bêta et l'erreur de simulation associée s'il y en a une, si c'est nécessaire. Et dans un deuxième temps, donc il y a la prédiction pour de nouvelles valeurs, qu'on n'aura pas expérimentées. Donc ça, c'est vraiment les 2 objectifs de la calibration, chez nous, donc au CEA. Le problème, c'est qu'on se retrouve parfois avec, des données, telles que, représentées sur la figure ici, et donc on va appeler incohérentes, en fait. Elles sont incohérentes parce que si on résume la statistique à des barres d'erreur, on remarque que les barres d'erreur, elles ne s'incluent pas pour, des, heu des paramètres du système qui sont relativement proches. Ici, on a un exemple en fait où les mesures 2, donc en vert, en fait, elles ont des valeurs, ici j'ai pas mis ça X, qui sont relativement proches, mais on voit qu'elles elles indiquent une physique qui est totalement différente des données bleues et des données rouges. Bon, c'est des choses qui arrivent chez nous parce que souvent, enfin, on peut, dans le cadre de la physique nucléaire, en tout cas, les données, elles peuvent apparaître dans des références bibliographiques, en fait, on va accumuler les données au travers de différentes mesures de différents labos. Il se peut que, on se retrouve avec certaines pathologies, comme ici, sur les données expérimentales. Et donc le problème, c'est que si je fais de la calibration donc bayésienne, comme expliqué précédemment sur, ce type de données, ben, j'obtiens, les 2 résultats suivants. Donc dans le premier à gauche, je n'ai pas cherché à estimer une erreur de modèle et donc mon modèle calibré, en fait, il va correspondre à une moyenne pondérée, en fait, des mesures, on va dire, en fonction de leur précision, et donc on va tomber pile poil au milieu. Donc là, ici, on a un modèle qui est, bon, qui n'est pas valide, en fait, hein, clairement, où, l'estimation des paramètres est biaisée, hein. Donc là, ici, c'est un modèle, c'est un exemple analytique, donc je peux vérifier ce genre de choses, facilement. Donc je connais la vraie valeur des paramètres de calibration. Donc si je cherche à estimer une erreur de modèle, sur ce type de problème, et ben, on remarque en fait ici on obtient un modèle qui n'est pas du tout prédictif, c'est-à-dire que l'erreur de modèle va devenir, relativement grande pour absorber en fait, ce problème d'incohérence sur, essentiellement les mesures de en fait ici, qui correspondent au final à un biais, des mesures 3. Donc voici, donc là ici, j'ai représenté en fait la difficulté, de pouvoir, réaliser, une calibration bayésienne en présence de données incohérentes. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits en 2018 par Schnabel pour essayer de formuler le problème de calibration de manière différente pour prendre en compte le fait que certains groupes de données sont incohérents, entre eux. Donc ce qui est proposé, c'est que dans l'équation de la calibration, au niveau des mesures, en fait, on va rajouter une structure d'erreur, ici que j'ai représentée par epsilon di, qui, va, artificiellement, transformer, la statistique associée, à l'erreur de mesure epsilon mes. Et donc ici, il est supposé que, l'erreur associée aux données cohérentes suit une loi normale de moyenne nulle et avec une certaine covariance. Ici, elle est représentée par, la variable CDI. Et donc on peut envisager 4 structures de covariance différentes. On peut avoir une erreur qui va être de type additive indépendante, c'est-à-dire qu'on va avoir que, des coefficients sur la diagonale, donc qui sont représentés les coefficients par, la variable kappa carré. Et donc on aura, une valeur, de kappa pour chacun des groupes de données différents. On peut avoir, quelque chose d'additif systématique où là, la matrice CDI sera pleine de coefficients kappa carré. On peut avoir une erreur multiplicative indépendante, donc là, ça va dépendre en fait, de la valeur de notre quantité d'intérêt observée lors des mesures, ou quelque chose de systématique où là, pareil, on retombe sur une matrice pleine qui est basée sur, le produit des valeurs, mesurées. Donc voilà, donc je le répète ici, effectivement, kappa est un paramètre qu'on va devoir estimer lors du procédé de calibration et on va estimer une valeur de kappa qui va être différente pour chacun des groupes de mesures. Donc dans l'exemple précédent, j'avais 3 groupes, donc on va devoir estimer 3 valeurs de kappa. Donc comment on va faire ça? Donc, pour, régulariser en fait notre problème, dans certains cas ou, tout simplement pour, enfin oui régulariser, hein, c'est ce qu'on dit effectivement. On va considérer une loi a priori, sur les kappa qui va être une loi de Laplace, donc, que j'ai définie ici et on va considérer donc, que les différentes, valeurs de kappa, les différentes réalisations sont indépendantes entre elles, donc, le prior global ça va être juste la loi produit. Heu
Et ce prior, en fait, nous permet d'être parcimonieux dans le choix de sélection des kappas. Donc c'est un prior qui, on verra juste après, hein, qui est centré sur 0. Donc l'idée ici, c'est de ne pas affecter forcément une erreur d'incohérence au groupe de mesure. On va chercher vraiment à estimer une valeur de kappa non nulle seulement pour les groupes qui sont intéressants. Et donc après, bon, ben, la résolution du problème, on passe par la formule de Bayes, hein, qui a été pareil décrite dans la présentation précédente, où on se retrouve pour obtenir la loi des bêta-kappa connaissant nos mesures, à devoir échantillonner selon la vraisemblance d'obtenir nos mesures, sachant bêta et kappa, fois le prior en bêta, fois le prior en kappa. Donc ce qu'on remarque effectivement dans la loi de Laplace qui est définie ici, c'est qu'il y a un petit coefficient delta i dont je n'ai pas parlé et qui va au final conditionner, on va dire, le niveau de parcimonie dans l'estimation des valeurs de kappa. Donc en pratique, au final, on va prendre un delta i qui va être le même pour l'ensemble de nos kappa et on peut le choisir de telle sorte à ce qu'on va maximiser la double intégrale ici qui représente l'évidence en fait, hein. Donc ça, c'est une méthode pratique pour obtenir une bonne valeur de delta en fonction de nos données. Donc ici, juste, je représente la loi de Laplace pour différentes valeurs de delta, et on voit bien que plus on a un delta qui va être grand, plus on va s'autoriser des valeurs de kappa qui vont être élevées, donc potentiellement permettre en fait l'ajout d'une structure d'incohérence relativement forte à nos mesures expérimentales. Donc sur notre exemple analytique, j'ai appliqué cette méthode pour les 4 types de structures de covariance pour le epsilon di. Donc ici, on a l'additif indépendant, l'additif systématique, multiplicatif indépendant et multiplicatif systématique. On voit ici que sur ce jeu de données, en fait, on obtient des résultats qui sont plutôt cohérents lorsqu'on a une erreur qui est indépendante pour chacun des points expérimentaux, que ça soit additif ou multiplicatif. On obtient un modèle qui nous paraît plus correspondre à la réalité en tout cas, et qui semble être validable en tout cas si on vérifie nos hypothèses ensuite. Et ici, je pense que l'erreur de prédiction est un peu surestimée. Bon là, on obtient quelque chose qui n'est pas du tout valable. En même temps, le multiplicatif systématique, c'est quand même quelque chose d'assez particulier dans sa construction. Ce qu'il faut voir, en fait, ce qui s'est passé en estimant cette structure de covariance, c'est qu'on a grossi l'incertitude de certains groupes de mesures. Donc ici, j'ai représenté en fait les mesures lorsque je prends en compte la statistique associée à epsilon mes plus epsilon di. Et donc on voit que dans le cas des structures indépendantes, en fait, c'est essentiellement le groupe de mesure 2 auquel on a augmenté en fait ici on a augmenté la variance en fait associée à la mesure de nos données. Et donc c'est pour ça qu'on obtient un modèle ici qui a une incertitude de prédiction qui est beaucoup plus faible et qui est valide statistiquement. Dans le cas d'une structure où on a quelque chose de systématique, en fait, on se retrouve avec certains groupes de mesures dont l'erreur a été augmentée, alors que d'après la connaissance qu'on a sur ce problème-là, on s'attendrait à ce que ça ne le soit pas. Donc on voit que le choix de la structure de covariance pour ce type d'erreur est crucial pour ne pas en fait ajouter des hypothèses qui ne sont pas licites par rapport à la réalité qu'on a sur nos données. Donc voilà, donc maintenant que j'ai un peu imagé en fait le principe sur un exemple analytique, on va passer à un cas physique représentatif des activités du CE-ADAM, et donc il va s'agir en fait de l'estimation de paramètres sur les données nucléaires. Donc ici, on va parler de la multiplicité des neutrons prompts de fission. Donc en fait, le principe, c'est qu'il faut savoir que la fission d'un noyau, elle s'accompagne souvent en fait de l'émission de plusieurs neutrons. Donc ici, on a un petit schéma qui est relativement flou, où on voit un neutron qui va percuter donc un noyau lourd. Et en fait, lors de la fission du noyau, en même temps que d'émettre des produits de fission, on va avoir ici, par exemple, 3 neutrons qui vont être émis. Donc, on va parler en fait de fission de la ième chance. Donc, on peut avoir sur le cas qu'on va étudier jusqu'à 5 chances de fission, donc potentiellement 5 neutrons qui vont être émis. Et donc, on va mesurer en fait ce taux de neutrons émis en fonction de l'énergie du neutron incident par la multiplicité moyenne totale des neutrons prompts de fission. Et ça s'écrit comme une somme pondérée par la probabilité de chaque chance de fission.
Donc, on a un modèle numérique ici où on a 7 paramètres à identifier. Donc, en fait, initialement, c'est toujours pareil, hein. Il faut savoir que le modèle, il est arrivé avec une trentaine de paramètres. Donc, on a fait une analyse de sensibilité pour réduire le nombre de paramètres à identifier à ceux qui étaient les plus informatifs sur notre quantité d'intérêt. Et donc, notre simulation ici, elle était légèrement coûteuse. C'était pas non plus, un gros calcul, mais il a quand même été nécessaire pour pouvoir réaliser une calibration dans un temps relativement court, de remplacer notre modèle numérique par un métamodèle. Et ici, on a en fait projeté la courbe la multiplicité en fonction de l'énergie du neutron incident sur une base réduite par PCA, puis on a appris les coefficients de cette base par grillage. Donc voici en fait les données expérimentales pour un isotope du plutonium. Donc on voit en fait que les données elles dépendent de l'énergie du neutron incident et ici on représente du coup leur multiplicité. Donc ici, on a à peu près 230 valeurs mesurées et on a 14 groupes de données différents qui sont cachés en fait dans cet ensemble de points noirs. Et on observe ici déjà qu'on voit qu'il y a des incertitudes enfin ici les barres d'erreur représentent l'incertitude associée à la mesure et on voit qu'il y a des niveaux d'incertitude qui sont complètement différents. Et si je fais un peu un zoom, parce que bon, il y a beaucoup de données, donc c'est difficile de voir ça sur une grosse image, on voit qu'on se retrouve avec des points qui ne sont pas forcément cohérents entre eux à différents endroits et qui peuvent donc perturber l'identification des paramètres de notre modèle. Donc, on applique la stratégie que j'ai décrite précédemment. Donc, on va estimer la structure de covariance donc associée à l'erreur sur l'incohérence. Et ici, j'ai pris un cas où j'ai mis une structure additive indépendante et j'obtiens le résultat suivant en fait. Où donc pareil, il faudrait effectuer un zoom pour mieux voir, mais on a la moyenne de la prédiction qui est associée en bleu et l'intervalle de confiance. Donc c'est une zone rouge qu'on voit le long de la courbe. Donc il faut savoir ici que dans le modèle, on n'a pas mis d'erreur dans la calibration, on n'a pas mis d'erreur de modèle parce que c'était pas nécessaire. Au final, l'incertitude est complètement portée par l'incertitude sur les paramètres du modèle. Et donc, si on applique un autre type de structure, donc ici, additif systématique, en fait, si je m'amuse un peu à bouger entre les deux slides, on voit que ça change surtout, en fait, au niveau d'énergie autour de 10 puissance 1 MeV. En fait, il y a un jeu de données qui va être identifié comme étant réellement problématique par rapport à la prédiction de la multiplicité. Et donc ça peut se traduire sur ce graphique-là, en fait, où ici, j'ai représenté les données, mais cette fois, je les ai triées par groupe bibliographique, en fait. Donc, on a les 14 groupes qui sont représentés, et j'ai colorié en bleu, donc les groupes dont la valeur de kappa identifiée n'a pas été nulle à la fin du processus de calibration. Et en fait, un des jeux de données les plus cruciaux, en fait, c'est ce jeu de données ici en bleu, le premier jeu de données en bleu. Et il faut voir en fait que ce jeu de données-là, il comporte une erreur de mesure assez faible. Et en plus, il constituait un jeu de données de référence parmi les physiciens. Donc, ils s'appuient sur ce jeu de données depuis très longtemps pour recaler leur expérience. Donc, c'est-à-dire que souvent, il y a des expériences qui sont produites où les gens, tant qu'ils n'obtenaient pas des résultats assez similaires à celui-là, eh ben, ils refaisaient leur expérience à l'infini pour essayer de trouver des choses qui correspondaient mieux à ce qui existait. Et donc, pour la petite histoire, donc on a fait cette étude en 2018 pour des personnes. Donc, nous, on n'est pas spécialiste de la physique. Dans notre laboratoire, on fait essentiellement de la propagation d'incertitudes et donc on travaille en collaboration avec des départements d'application. Et donc, ils étaient assez étonnés qu'on trouve que ce jeu de données eh ben, potentiellement l'erreur de mesure était sous-estimée. Et en fait, quelques années plus tard, il y a eu toute une série de publications dans leur domaine qui s'est effectuée où ils ont remis en question ce jeu de données avec des nouvelles mesures qui étaient beaucoup plus fiables, etc. Donc, ça a permis quand même de valider les résultats qu'on avait fait à l'époque en 2018. Donc, faut savoir que ici, donc dans le cadre de cette présentation, je savais pas exactement ce qui était attendu par rapport à cette conférence, donc j'ai caché certains aspects. J'ai pas effectivement parlé de l'estimation des paramètres.
qui nécessitent de passer par des méthodes d'échantillonnage MCMC. Donc là, j'ai 14 groupes, 7 paramètres également à calibrer. Si j'avais une erreur de modèle, j'aurais potentiellement un autre paramètre à calibrer. Donc là, tout de suite, on a 21 paramètres à estimer. Bon, ici, j'ai pas mal de données, j'en ai 230, mais enfin, c'est des procédures qui restent relativement lourdes et on a également quelque chose qui est un peu caché derrière Strabo, c'est la vérification donc des échantillons produits par chaîne de Markov qui est assez cruciale en tout cas et qui dépend, comme, on l'a entendu précédemment, aussi des priors qui doivent, reposer le plus possible sur les jugements d'experts. Donc j'en arrive à la fin. Donc on a vu, donc une méthode possible pour traiter les données incohérentes dans le cadre de la calibration. Donc ici, l'idée, c'est, de rajouter une erreur supplémentaire à l'erreur expérimentale avec une structure le plus adaptée à l'incohérence qui est présente dans nos données. Il faut donc comme je l'ai dit, hein, le nombre de paramètres qu'on va identifier maintenant, il va fortement grossir. Il va dépendre du nombre de groupes pour nos données expérimentales. Et pareil, le jugement d'expert, il intervient ici dans le sens où peut-être que c'est pas nécessaire d'aller identifier un paramètre pour chacun des groupes. On peut peut-être définir à l'avance des groupes de données dont on sait qu'ils sont relativement fiables. Et donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que selon la structure de l'erreur de modèle que je vais chercher à estimer en même temps que donc ma structure pour l'incohérence des données, on peut se retrouver avec des problèmes d'identifiabilité si en fait on a des choses qui sont en concurrence entre l'erreur de modèle et la structure de données incohérente. Donc, on peut se retrouver avec des paramètres qui ont exactement le même effet. Et dans ce cas-là, on peut se retrouver avec un ensemble de solutions possibles entre les paramètres de l'erreur de modèle et les valeurs de kappa. Et après, ça va impacter fortement la confiance associée à la prédiction dans nos simulations. Donc là, il y a un vrai travail aussi pareil à faire sur la structure à donner lorsqu'on définit une erreur de modèle. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.